Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. J'ai l'honneur et la joie aujourd'hui de retrouver une personne qui était déjà venue dans notre émission il y a très longtemps. Je pense que c'était en 2013 ou 2016. C'était 2016. Et si vous nous y écoutiez déjà, peut-être, avec un peu de chance, auriez-vous déjà reconnu la voix de Pascal Schulz? Et la voix de Michel. Alors, à l'époque, Pascal, tu étais venu avec Alice. Oui, exactement. Et tu nous parlais dans cette première interview de Alumni. Oui, Échec Alumni qui organisait une conférence à l'époque avec tout un panel de dirigeants. Mais nous, on va situer le contexte. J'ai eu la chance de fréquenter avec mon emploi le Cercle de Wallonie. Et donc, on s'est revus là-bas et tu étais une des intervenantes sur le podium. Oui. On a eu des échanges riches, notamment sur le podium, il y avait aussi Amélie Allemand, qui est aussi une personne qui était venue dans notre émission parler de son parcours, de son métier de l'époque. On s'est dit, mais tu sais quoi Pascal, on va refaire une nouvelle capsule podcast et un peu faire un update d'où est-ce qu'on en est. Moi, je t'ai parlé offline d'où j'en étais, alors maintenant, ça va être ton tour, mais on va le faire au micro. Oui. Alors, on a une question fétiche, une question de démarrage, c'est le fameux rêve d'adolescent. Quel était ton rêve d'adolescente? Et puis surtout, le but de la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, d'une manière ou d'une autre, avec ce rêve d'adolescente, tu as réussi à t'aligner avec ou pas? Mon rêve d'adolescente, c'était d'être styliste. Je dessinais des chaussures, des robes sur les bancs de l'école, sur des feuilles, quand je m'ennuyais au cours. Donc j'étais assez dissipée. Je faisais des belles jambes avec des hauts talons. Donc voilà, je pense que, en fait, c'était une forme déjà de créativité qui émanait de moi, un côté artistique. Ça t'a mené vers des études particulières? Non, pas du tout, parce que d'abord, en fait, il y avait quand même des liens à faire, puisque mon grand-père travaillait dans le domaine de la fourrure à l'époque. C'était encore permis. Donc, il y avait quand même un lien, il y a un certain héritage, mais par la suite, malgré que je sois encouragée à faire des études dans des très bonnes écoles de stylisme, encouragée par mes parents, j'avais peur de ne pas manger mon pain tous les jours. Et donc, j'ai rejoint, par la suite, une société qui quand même avait une grande multinationale qui était quand même dans le monde de la mode, L'Oréal. Et ça me permettait quand même d'exprimer une certaine créativité et aussi un côté business très fort qui émanait déjà de moi, qui était aussi dû à l'héritage. Petite fille d'entrepreneur. Petite fille d'entrepreneur. Ça a du sens quelque part. Oui, quand même, ça a du sens. Mais comment s'est fait le switch pour te retrouver dans les ressources humaines et dans les RH? Ah oui, ça c'est une bonne question. Rentrant dans ce monde un peu glamour, il faut bien le dire, d'un grand groupe français, L'Oréal, avec toutes ces belles publicités, le marketing, le sales, la magie les mannequins, la magie du beau, quelque chose d'extraordinaire. À un certain moment, je voulais quitter le groupe parce que je me sentais, c'est pas le groupe en tant que tel, mais je me sentais enfermée dans ce métier. Ou alors il fallait monter à Paris et donc c'était toute une autre carrière. Mais je trouvais que j'avais besoin de toucher au monde du business de manière beaucoup plus large. Et en fait, ce sont les chasseurs de tête qui ont sans doute détecté cette fibre business. Ce côté, je trouve toujours des solutions qui émanent un peu de ma créativité. Et ils m'ont proposé de travailler chez eux, mais je trouvais qu'il y en avait certains qui étaient professionnels parce que je mets quand même la barre assez haute et d'autres beaucoup moins. Et quelque part, c'est moi qui ai fini par faire ma sélection et qui rejoint donc une société internationale. Au-delà de la chasse de tête, ils faisaient beaucoup plus largement du recrutement de qualité et d'un très très bon niveau déjà à l'époque. Ils te proposaient, si je comprends bien, de devenir toi-même chasseuse de tête ou recruteuse. C'est un peu l'offre qui était faite. Tu n'avais pas le bagage pour ça au départ, scolairement parlant. Non. Donc je suis un peu intriguée sur qu'est-ce qui leur a donné cette idée. C'est juste le côté créatif et business, quoi. Oui, et puis du coup, c'est une bonne question parce que qu'est-ce qui m'a donné l'idée aussi d'accepter? Oui. C'est le côté créatif et business, puisqu'il fallait construire son portefeuille. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le business. Comment fonctionne l'entreprise? Et comment, à travers aussi mon côté créatif, et puisque j'adore les gens, je pouvais contribuer à leur succès, à leur développement. Voilà. On est dans quelles années? On a commencé en 96. Ouais. Donc ça date d'il y a quelques temps, cette première expérience. Ouais. Ouais, d'accord. Plus de 28 ans. Et donc c'est plus de 28 ans que tu es resté dans les ressources humaines. Oui, alors je ne vais pas dire les ressources humaines parce que, sans bouder ce terme bien sûr, mais c'est vraiment du business HR, business consulting HR, du conseil aux dirigeants, partant vraiment de leur business model qui parfois est à revoir et donc il faut les accompagner aussi là-dedans.
Comment est-ce qu'on peut décliner ça au niveau de l'organisation et prendre les meilleures décisions humaines possibles, que ce soit en effet de recruter les bonnes personnes ou de les accompagner dans leur développement, ensemble ou tout seul, donc en équipe ou seul. Dans ce que j'entends surtout finalement le parcours de quelqu'un qui est assez autodidacte. Oui. Et je ne sais pas si tu as le même défaut que moi, je suis aussi autodidacte. Et les autodidactes souvent se posent des questionnements sur leur légitimité d'une fonction. Est-ce que ce type de question t'a parcouru l'esprit? Est-ce qu'à un moment donné, ces personnes que tu voulais finalement conseiller en gouvernance d'entreprise ne t'ont pas interpellé en disant « Mais Pascal, vous êtes bien gentil, mais quel est votre bagage ?» C'est plutôt moi qui me posais la question que... Ben oui, c'est bizarre. C'est pour ça que je t'ai un peu tagué comme ça au départ, dans ma question. Oui, c'est comme quoi... On est trop sévère avec nous-mêmes. Oui, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur et peut-être que chez les femmes, ça joue davantage. Mais donc, quand même, j'ai assez vite remarqué la pertinence de mes raisonnements, aussi peut-être épurés pouvaient-ils me sembler au début de ma carrière. Mais donc, ils se sont construits, ils se sont développés avec l'expérience. Ça fait qu'aussi, à un certain moment, j'ai un côté très prudent, mais quand je me lâche, je suis quand même assez fonceuse. Ça, je pense que c'est ma force. Et ça me rend intrapreneuse, entrepreneuse. L'histoire du grand-père, il y a quand même un bagage aussi derrière qu'on ne peut pas nier, quoi. Non. Sans doute que ça revient. C'est générationnel. Toutes ces années passent, tu fais ton petit bout de chemin. Oui. On s'était parlé à une époque, et puis maintenant, la question, c'est où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Alors, explique à nos auditeurs et auditrices ce que tu proposes maintenant et comment tu pourrais leur être utile dans leur entreprise. Je m'adresse aux dirigeants d'entreprise. Ça peut être le conseil d'administration ou, en effet, le CEO ou le comité de direction. Et donc, c'est eux qui gèrent le business. Donc, d'abord, je suis partie de 4 constats dans le marché qui ont été validés par des experts et par des dirigeants eux-mêmes. La première chose, et on en parle évidemment beaucoup, c'est qu'il y a une grosse pénurie de talents, mais aussi c'est provoqué par des réflexes, souvent qui viennent des dirigeants, c'est qu'on pense les critères de sélection de manière trop étriquée. Ouais. J'ai toujours eu, par mon côté créatif et par mon côté aussi, je challenge avec bienveillance, mais j'aime bien challenger pour être sûre que c'est la bonne décision qu'on prend et qu'on a bien étayé le raisonnement au départ. Je challenge sur le profil pour voir s'il n'y a pas des transferts à faire, puisque ayant une vue multisectorielle, pour pouvoir sortir d'un profil trop étriqué, se donner plus de chances de trouver surtout la bonne personnalité. On est dans une société maintenant qui va quand même venir, heureusement, le talent management, où au recrutement, on se pose déjà les questions de quels sont les vrais talents et les soft skills surtout de la personne, pour voir quelle est sa capacité de s'adapter, parce qu'on sait très bien que la fonction va peut-être disparaître, changer, et on ne va pas licencier et recruter, ça coûte trop cher ou plus cher que de faire évoluer la personne en interne. Un constat qui se fait de plus en plus quand même, heureusement. Oui. D'abord, quand on recrute, je pense qu'il faut avoir un regard à 360 sur le profil. En se disant, OK, il y a la demande, mais il y a aussi, je recrute pour demain. Aussi, les lendemains de la personne et quelle peut être la valeur du profil à plus long terme. Ben oui. Donc, on a un regard beaucoup plus large au-delà des critères demandés. Ça, c'est une chose. Mais ça ne va pas à contresens, justement, de ce fameux mouton à 5 pattes qu'on cherche, parce que finalement, on aura envie de dire, demande un mouton à 3 pattes au lieu de 5, parce que finalement, c'est ce que tu as besoin. Mais d'un autre côté, en mettant ça en place, on va aussi peut-être avoir plus d'exigences, du coup. Parce qu'on veut justement voir un futur potentiel. On va placer le taux d'exigence ailleurs, ou pas? Non, je pense que c'est... Bon, d'abord, c'est un niveau qu'on cherche, mais un niveau, ça peut offrir plusieurs pistes possibles au niveau du développement. C'est plus une vue holistique sur la capacité de raisonnement et un comportement qui présente des avantages pour offrir une agilité au niveau de l'évolution. On en parlait justement avant l'émission d'agilité. Voilà, on y retourne. Alors ça, c'était le premier point. Mais Oui. tu dis, il y a 3 autres constats encore. Oui. Le constat suivant, c'est que toutes les entreprises sont en train de se transformer. Quand je dis entreprise, c'est toutes les organisations. Clairement. Or, il y a des constats très clairs de la part de toutes ces grandes sociétés, McKinsey, Gallup, etc., etc. 70% des transformations ne fonctionnent pas. Ah, et est-ce qu'on se pose la question du pourquoi? Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Mais je ne vais pas toutes les citer. Il y en a 3 majeures, mais il y en a une qui est essentielle. C'est le fait que souvent, on définit la transformation et on la travaille sous forme de plan d'action avec le leadership. Et après, parfois, ça reste above. Ça ne descend pas. Ou alors, on n'a pas toujours formé les personnes au niveau du management pour pouvoir se l'approprier. Et du coup, ça reste, c'est comme l'ascenseur, il reste bloqué au milieu. Moi, j'avais remarqué aussi que parfois, des transformations qui se font mal, c'est parce qu'elles sont si figées par le bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'impliques pas ou tu questionnes pas ta population avant de prendre déjà des décisions de changement,
tu sabotes déjà un peu le travail parce que si tu n'as pas l'implication de chacun dès le départ ou de la collaboration dès le départ, ça va être beaucoup plus difficile déjà. Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai loupé une étape. J'ai pas parlé du tout amont. C'est que quand le leadership définit une transformation, normalement, il doit déjà idéalement être nourri, informé par justement le terrain. Oui, par le terrain, par les besoins, oui, mais Oui. par les constats sur le terrain aussi, quoi. Exactement, parce que le leadership, le nouveau leadership, c'est plutôt fonctionner, ça doit être circulaire, donc c'est fonctionner en réseau, c'est créer des réseaux collaboratifs internes qui permettent de nourrir la stratégie et de définir quelle est la transformation utile pour pouvoir la mettre en place. Est-ce qu'elle est réalisable, dans quel terme, dans quel délai, qu'est-ce qu'elle va apporter comme valeur ajoutée? Exact. D'accord. Alors, il y avait d'autres points, encore 2 autres points? Oui, donc en fait, ce que j'ai pas dit, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir donc faire descendre cette transformation et d'accompagner les opérationnels pour remonter les feedbacks utiles, filtrés, bien sûr, et parfois il y a des choses qui ne sont pas négociables et qu'il faut redéfendre sur le terrain. Une entreprise n'est pas forcément une démocratie non plus. À un certain moment, il y a des choses qui doivent se mettre en place parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, mais pourvu qu'elles soient expliquées Oui, c'est ça. et que la conscience soit là, alors la démocratie, elle est là par l'explication parce que ça génère un état de conscience et donc tout va mieux. Une communication est essentielle. Ouais. Exactement. Alors, les 2 autres constats que tu voulais faire encore? Alors, l'autre constat, c'est que je rencontre énormément de sociétés, de plus en plus, certaines qui sont dans leur zone de confort, le business model marche, tout roule, c'est vraiment une vache à lait, mais il commence à y avoir un peu de concurrence et qui commence à tailler des croupières. Si on reste dans cet état, après, c'est le déclin. Ouais. Beaucoup de patrons, de plus en plus, l'anticipent, mais donc ils veulent organiser une réflexion sur le business model. De manière, en fait, il s'agit d'accompagner à ce moment-là le comité de direction dans l'update du business model ou le développement du business model, et puis après de l'ancrer dans l'entreprise. Ou de le travailler d'abord avec le patron, parce qu'il a besoin de faire l'exercice, lui, avant de le partager avec l'équipe. Il doit être initié par rapport à ça, pour mieux, justement, guider cette réflexion avec son comité de direction. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma carrière pour avoir fait un exercice notamment en solo avec un patron d'entreprise qui avait tout dans sa tête mais qui avait besoin de faire une augmentation de capital, de faire évoluer son business model mais de le vendre. Donc moi je l'ai aidé à structurer Pas mal. tout son raisonnement. Ça me faisait penser à une citation. La capacité de survie d'une espèce, c'est pas forcément qu'elle soit la plus forte ou la plus intelligente, mais qu'elle soit capable de s'adapter. Exactement. Et si on fait référence à la conversation qu'on a eue avant ce podcast sur l'agilité, on est de nouveau en lien avec le Ça y thème. est, ça recommence. Ça revient, hein. Je crois qu'à un moment donné, il faudra se poser des questions. Alors le 4e constat. C'est le désengagement. Je ne soigne pas les burn-out. Mais il n'y a pas que le burn-out. Il y a plusieurs symptômes de désengagement. Tout à fait. On parle beaucoup du burn-out, je t'ai interrompu, mais c'est Oui. important parce que pour moi, on en parle tellement qu'à la fin, on oublie tous les autres phénomènes. Oui. Comme le présentéisme, mais il y en a d'autres. Oui, Ou des gens donc qui il faut- protègent leur confort, leur zone de confort, qui veulent refuser toute forme de changement parce que finalement, c'est quand même plus confortable. Exactement. Et c'est un burn-out dans leur tête. Oui, c'est vrai. Ouais. On pourrait le qualifier comme ça. C'est pas une vraie fatigue au sens burn-out fatigue, mais c'est une forme de burn-out Une et de rejet. lassitude. Ouais, une lassitude. Ouais. On reprend quand même l'angle business. Et donc, moi, je travaille partant de la stratégie. J'ai toute une structure qui permet en fait d'enclencher une réflexion et un plan d'action qui justement atterrissent sur un engagement pour les collaborateurs. C'est retrouver le sens, mais de manière extrêmement concrète. C'est marrant que tu utilises ce mot-clé parce que toutes les personnes qui font un burn-out et qui en sortent, la première chose qu'ils racontent, c'est qu'ils ont eu besoin d'une recherche de sens pour s'en sortir. Oui, Ça interpelle. Oui, exactement. Il y a Mais un lien fort. travailler le sens de façon concrète, ça veut dire quoi? Quelles sont les actions que l'entreprise définit? Est-ce qu'elle vérifie aussi l'impact possible de ces actions? Oui, alors on a aussi la dérive qui est, on va parler de valeurs, parce que les valeurs en entreprise, ça se vend bien. Et, Voilà. et finalement, c'est ça qui, on espère, va donner du sens. Sauf que si on met la valeur qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir en avant, mais qu'on ne l'a pas et qu'on ne l'assume pas, on n'est pas cohérent. On désengage plus qu'on engage. Ça existe, il faut être réaliste, quoi. C'est même le contraire, c'est parce qu'elles ne l'ont pas qu'elles le mettent en avant à ce point. Et alors, des entreprises qui n'ont qu'une valeur, alors qu'on pourrait se dire, pourquoi on n'embrasse pas plusieurs valeurs? Ou d'autres qui vont dans d'autres extrêmes, qui embrassent tellement de valeurs qu'elles ne pourront jamais toutes les assumer. Il y a pas mal de questionnements sur les valeurs, non? Oui, j'ai fait des workshops d'accompagnement de valeurs, notamment pour un autre grand groupe international qui, à un certain moment, avait des valeurs, mais qui n'étaient plus du tout suivies en filiale. Mhm. Donc, il y avait vraiment une décision de la part du groupe de raviver ces valeurs. D'accord. Et donc, à ce moment-là, c'est le comité de direction qui est accompagné sur la redéfinition, mais qui fait du sens au niveau du CODIR d'abord. Donc, les valeurs au niveau du CODIR, ça veut dire quoi? Et puis après, qui ont cascadé ça au niveau de leurs équipes, avec une grand-messe et une élection des valeurs et des comportements clés assortis.
C'est bien, il y a quand même eu élection, grand-messe, etc. Donc, c'est parti des équipes. Ouais. Ça, Des c'est plus équipes. constructif peut-être. Certainement, parce que sinon, je pense que ça cale. On invite les entreprises qui seraient dans cette réflexion à peut-être interroger les valeurs déjà existantes en présentiel, avant peut-être d'en créer ou de les inventer. Mais ou... en fait, c'est comme le SG. Hein. Oui. Il y a déjà des choses qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut les mettre en exergue pour d'autant mieux en profiter et les répandre? Ça, c'est une chose. Et puis après, compléter. Alors moi, quand on me parle de valeurs et de sens, j'ai l'impression que souvent on travaille en mode sparadrap. On a un petit bobo, c'est le désengagement. On met le sparadrap, mais on ne sait pas attaquer à la cause. Mais peut-être que la cause, elle serait beaucoup plus facilement identifiable et qu'elle serait peut-être même pas présente comme symptôme si à la base, à l'engagement, déjà, il n'y a pas un dialogue clair. Je rappelle toujours, un engagement, c'est comme un mariage. Tu te mets en relation avec quelqu'un pour du terme assez long, beaucoup de temps, parce qu'on passe beaucoup de temps en entreprise, parfois plus Oui. que dans sa propre maison. Ce temps, il va subir plein d'événements positifs et négatifs, et à un moment donné, si on est très clair dans sa communication à l'engagement, et qu'on anticipe les choses, on évite beaucoup de choses. Tout à fait. Mais c'est tout le but de cette 4e approche, en fait, c'est de repartir vraiment de la stratégie, parce qu'il ne faut pas que ce soit détaché du business, parce que sinon, c'est rustine. Et alors, on soigne l'aval, mais pas l'amont. C'est ça. Il faut repartir de là et repartir, en effet, de l'aval en se disant, mais qu'est-ce qu'on vit déjà? De quoi peut-on déjà se féliciter? Et puis, comment est-ce qu'on est arrivé là? Exact. D'accord, Oui. pas mal. Tous ces éléments, tu interviens, tu aides les dirigeants, les patrons, taille d'entreprise, quelle qu'elle soit. Tout à fait, quelle qu'elle soit. Ça veut dire que tu parles plusieurs langues, parce qu'en déjà en Belgique, on est compliqué comme pays. Français, néerlandais, allemand, on le rappelle, l'anglais usuel, business. Oui, alors l'allemand, je ne le parle pas, même si c'est dans mon nom. Je suis de père néerlandais, de mère française, et l'anglais est une langue professionnelle. Pour toute la Belgique, tu peux intervenir facilement. Oui, très très facilement, ça c'est pas le problème. Je comprends beaucoup mieux qu'ils aient fait appel à toi au Cercle de Wallonie pour intervenir sur cette fameuse session où vous étiez à 4 pour parler finalement de ces talents, de l'inclusion, de ces profils en fait dans le recrutement. Oui. Tu peux nous en toucher un mot? C'était le 20 juin. C'était au Lakeside en fait. Ton intervention, elle consistait à dire quoi? On revenait sur le premier point, si je comprends bien, sur le côté recrutement des profils. Alors il y avait le côté recrutement, mais aussi la gestion des ressources humaines de manière plus large, et comme quoi on parlait surtout du nouveau paradigme RH. Moi j'ai particulièrement accentué mes propos sur le fait que je vois vraiment un paradoxe total entre ce marché de talent qui est très très étriqué, et de plus en plus, en fait, de demande d'avoir un consultant spécialisé, quelque part pour se rassurer, spécialisé dans un domaine ou dans un autre. Je peux comprendre d'une part ce réflexe pour le réseau, mais d'autre part, j'y vois un danger majeur qui est justement d'alimenter le côté étriqué de ce marché, puisque du coup, on remet encore une couche au niveau des critères de sélection. Alors que pour pouvoir sortir justement de ce nœud-là, c'est de pouvoir réfléchir les profils avec diversité et pouvoir jouer à la fois sur une connaissance approfondie du marché, mais en même temps d'être agile, de nouveau, en ayant un regard multisectoriel le plus possible par rapport aux habitudes qu'on a acquises. Votre intervention a eu pas mal de succès, il y a eu pas mal d'échanges, c'était vraiment riche. Il y a beaucoup de gens qui sont intervenus avec passion et émotion, même parfois. Oui, exactement. Merci. Oui. Tu as fait d'autres conférences par la suite? Auparavant, pas par la suite. J'en organise pas mal moi-même, puisque je suis administratrice dans une association qui se dédie à la gouvernance des PME, mais pas que des PME, puisqu'il y a des grosses PME, donc de quoi parle-t-on encore? Et c'est quelle association? On peut en parler? C'est Board Coaching to Excellence. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une conférence à venir qui justement parle de l'inclusion d'un actionnariat diversifié avec CMS de Baker et comment gérer ça au niveau de la gouvernance. Et ce sera quand? Ce sera exactement le 26 septembre. Je vais essayer de mettre le podcast en ligne avant, mais je ne peux pas te le promettre. Je te remercie. Et ça ferait plaisir surtout à nos deux intervenants. Ils seront peut-être complétés également, mais ça dépend. Cédric Guyot, qui est associé chez CMS de Baker, et Jean-François Goffin. D'accord. C'est assez intéressant parce que gérer un actionnariat diversifié, C'est challenge. Hein. c'est challenge, mais en même temps, c'est être conscient de cette richesse à ce niveau-là également. Pas mal. On mettra le lien dans le descriptif du podcast sur l'événement, les informations pour s'y inscrire, etc. Ah, ça c'est vraiment super. On va essayer de faire ça. Un challenge pour moi de réussir à le monter avant et de le publier avant. On aurait pu faire ce podcast ici aussi en néerlandais parce que les Flamands sont vraiment les bienvenus. Alors j'ai une bonne nouvelle. D'abord, on parle néerlandais chez nous. On peut faire le podcast dans les deux langues, mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais... Par contre, comme tu le sais, les podcasts chez nous sont transcrits pour les sourds et malentendants. Et le texte est intégralement mis dans l'article du podcast. Et donc, avec un petit plugin Google Translate dans Chrome, on l'installe et on peut voir la page de la transcription de nos échanges actuels en néerlandais dans une page.
Il Magnifique. est quand même accessible en néerlandais et même en allemand. Ça, c'est magnifique. Écoute, moi, j'habite dans 2 régions, hein, en Wallonie et en Flandre. Ah ouais, moi j'habite en Flandre, donc tu vois. Voilà. Mon épouse est néerlandophone d'ailleurs. Et ma fille Voilà. aussi. Elle va à l'école en flamand. Petite clôture tout doucement. Alors où te Oui. trouver? Donc, ton site est en création. On mettra Oui. l'URL dans l'article plus tard quand il sera finalisé. D'accord, ok. Tu es sur LinkedIn. Oui, oui. D'ailleurs, toutes mes coordonnées sont dans mon contact info. Voilà. Je fais non pas des podcasts toutes les semaines, ou du moins pas encore, mais je fais des posts toutes les semaines avec du contenu. Parce Des que j'aime réflexions, bien j'ai vu. Voilà, faire Mhm. réfléchir les gens. Toujours un peu provocatif, mais avec beaucoup d'amabilité. On arrive tout doucement à la clôture de cette interview et Ouais. on a un rituel de clôture également. Ok. J'ai 3 questions pour toi. La première, c'est justement avec cette vue et cette compréhension du monde entreprise, gouvernance que tu as et les constats que tu fais, comment est-ce que tu aurais envie de redéfinir le terme HR? Comment tu définirais un RH? Human responsibility. La responsabilité. La responsabilité, très clairement, parce que je pense que c'est une responsabilité énorme. C'est vrai que on ne retrouve pas le terme business là-dedans. Donc ça m'ennuie un petit peu. Si, les RH sont en contact avec des business partners. Dans les 2 lettres, Non, effectivement. on ne retrouve pas. Alors il faudrait que je réfléchisse un peu plus. En D'accord. toute humilité, H. Alors, si on mettait une balance et un curseur dans ce rôle RH, plus pour le patron de l'entreprise, plus pour les employés, où est-ce que le curseur devrait se trouver idéalement, si tu devais en mettre un? Mais je pense qu'il ne doit pas se placer Il doit être flexible. quelque part. Il part. C'est comme quand on pèse les bébés, hein, tu vois. Il part en effet du côté gauche quand on ajuste, mais l'ajustement, il se fait d'abord chez le patron. Parce que c'est lui qui induit ça. C'est l'ADN de l'entreprise. Ah oui, et on sait très bien que c'est 80% de la réussite, ça passe par là. Parce que sans people, il n'y a pas de process, sans people, pas de business. Bon, voilà, donc de quoi parle-t-on? Et puis, le patron est le premier people, c'est lui qui démarre le business, lui ou elle. Mais j'ai bien aimé ton mot-clé, responsabilité. C'est la première fois qu'on me donne ce mot dans une définition RH de cette façon-là, et je trouve ça génial. Encore une fois, tu es créative, hein, tu vois, on ne s'est pas trompé. Pascal, deuxième question, un Oui. effet waouh. Tu connais l'effet waouh, c'est quelqu'un que tu rencontres ou un lieu Ah oui. où tu vas et tu te dis mais waouh, waouh, waouh. Là, il y a de quoi s'inspirer. Est-ce que tu Oui. as déjà connu ce type de situation? Si oui, laquelle? Est-ce que tu peux le partager? Alors, je ne vais pas citer de nom, mais je pense à quelqu'un, je ne sais pas si la personne se reconnaîtra. Mais j'ai travaillé, donc il y a à peu près une dizaine d'années, et je collabore toujours, ou en tout cas on va recollaborer ensemble, avec une personne qui m'a fort impressionnée, parce que je pense qu'il y a quand même un peu de mimétisme là-dedans. C'est une personne qui est extrêmement business, mais qui est extrêmement human responsibility. Et ça lui réussit très très bien. Je pense qu'il y a aussi de l'éducation passive, parce que c'est quelqu'un qui est fils d'un grand patron et qui lui-même a géré d'abord des PME et puis qui très très bientôt va retrouver une grande boîte qu'il va gérer. Donc voilà, dès le premier rendez-vous, j'ai compris le fonctionnement et j'y adhérais. Tu es une personne que tu qualifierais d'inspirante. Oui. D'accord. Oui. Et très, ça, très c'est ton effet waouh. Se faire Oui, inspirer. oui. Et pour clôture, tu aurais un message à passer à tous les dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, tous les patrons, tous les RH, tous les DRH. Tu leur dirais quoi à tous ces gens qui t'écoutent aujourd'hui? N'oubliez pas le R de responsibility. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais je pense que quand on se met dans un tel mindset, au-delà des chiffres, ça change la vie. Parce que c'est ça le vrai sens. L'argent, on ne l'emporte pas dans sa tombe. Mais par contre, il est nécessaire pour pouvoir arriver au bien-être social. Ou activer des choses? Oui, parce que ça passe par un financement, mais l'impact qu'on laisse, il reste humain. Donc on retombe sur la première lettre de H. Pas mal, belle clôture. Pascal, je te remercie infiniment de t'être déplacé chez Transforma un soir, de me consacrer ton temps, ton écoute, ta patience, ton partage de passion. En totale improvisation, on le signale, il faut quand même le faire. Oui. C'est pas un exercice si facile que ça, Non, mine non. de rien. Et je te propose de nous revenir quand tu le souhaites. Alors, auditeurs et auditrices, si Pascal vous a, vous aussi, inspiré, ou s'il vous a donné envie de la contacter, sachez que non seulement vous pouvez la joindre sur LinkedIn, mais vous pouvez aussi, dans le texte du podcast, retrouver un lien vers un voicemail. Notre podcast est équipé d'un voicemail. Alors, vous cliquez sur ce lien, le navigateur vous dit « Voulez-vous autoriser le micro ?» N'ayez pas peur, dites oui. Il faut que vous ayez un micro, évidemment, de qualité de préférence, c'est encore mieux. Et puis, vous pouvez parler quand vous cliquez sur le bouton « Enregistrer » et vous laissez un message vocal à Pascal, avec une question, une gratitude, une reconnaissance, une remarque, tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez avant de l'envoyer. Et pour l'envoyer, il faut mettre votre email et faire « Envoyer ». Si vous ne me dites rien, j'envoie à Pascal en privé, elle vous répond en privé si elle le souhaite. Si vous me dites que vous êtes d'accord de partager votre témoignage, votre intervention sur les réseaux,
Ce lien vers le voicemail, je le partagerai en commentaire du podcast quand on le mettra en ligne. Et donc tout le monde pourra l'entendre et Pascal pourra vous répondre de la même manière en public aussi. C'est un petit gadget bien sympa. Pascal, tu voulais encore dire quelque chose? Oui, en fait, il y a quelque chose qui me vient vraiment à l'esprit, qui me frappe. Si on prend les 2 lettres RH ou HR, il y a le côté humain, il y a le côté R, responsibility, mais en fait, si on les prend dans l'ordre, ou dans le désordre, d'abord, on prend le R, il y a quand même une responsabilité de rentabilité, qui est la réalité. 3 fois R. C'est ce qui permet justement de faire des tas de choses pour l'humain, mais aussi grâce à l'humain. Parce que finalement, si on cite une 3e fois le H, ça c'est la beauté de l'humanité. H3, R3. Ça ressemble à une formule chimique. Exactement. J'ai travaillé dans le monde de la chimie, donc. D'accord, je comprends mieux. Eh bien voilà, je prends ceci pour mot de clôture définitive de cette interview. Et puis on se retrouve quand tu le souhaites. Tu seras toujours la bienvenue à mon micro. Je te remercie pour le coup de rallonge. Je t'en prie. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.